Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Je reçois dans ce nouvel épisode de Floraison Spirit Eliette, une jeune femme qui s'est lancée il y a quelque temps dans une nouvelle activité, l'accompagnement des enfantements, pour des conceptions, des grossesses et des naissances remplies de conscience. Eliette m'a contactée il y a quelques mois sur mon Instagram Juliette fait la révolution et nous avons tout de suite accroché. Alors fin juin, après 5 heures de train et une balade en voiture sous la pleine lune, je suis enfin arrivée chez elle, dans la campagne de Clermont-Ferrand. Merci Eliette pour ton accueil chaleureux et lumineux. Ensemble, nous avons parlé de son parcours autour de l'énergie, d'enfanter en conscience, d'interruption de grossesse et d'un art de vivre construit autour de l'amour. C'est parti. Bonjour Eliette. Bonjour Juliette. Comment tu te sens ? Super bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, même si dans une semaine tu auras un nouveau chez toi. Oui. C'est la première fois que je viens à Clermont-Ferrand, c'est la première fois que j'achète un Saint-Nectaire entier et ça c'est grâce à toi. Donc vraiment merci beaucoup. Tu m'as contactée sur Instagram mais ça a vite accroché et surtout ta pratique c'est quelque chose qui me fascine, qui va me faire du bien en tant que femme, en tant que personne qui peut avoir des enfants et je pense que ça va faire du bien à d'autres personnes aussi. Ma première question, ce serait vraiment pour retourner un peu aux origines pour connaître ton parcours. Est-ce que la spiritualité avait une place dans ta vie quand tu étais enfant ? Alors pas du tout. Ni religieux ni spirituel. Moi je viens d'une famille athée où il n'y a jamais eu quoi que ce soit de religieux ou une approche spirituelle. Avec le recul, je pourrais dire que mon grand-père paternel qui vivait avec nous était la seule personne qui était ultra connectée à la nature. Donc il y a sûrement quelque chose qui est passé au travers de ça, mais en tout cas pas consciemment et pas avec des souvenirs de choses qui ont pu se passer quand j'étais petite. Donc t'as grandi et après dans quelle direction tu t'es dirigée au niveau professionnel au début de ta carrière entre guillemets ? J'ai fait des études dans le domaine énergétique, mais pour le coup assez matériel. J'ai fait un DUT en thermique et énergie, puis ensuite j'ai enchaîné vers un master en énergie solaire, donc déjà assez spécifique. Et ensuite, mon premier emploi salarié, c'était à l'université de Clermont, où je gérais les consommations énergétiques de tous les bâtiments, dans le but de faire des économies d'énergie et financières. Et puis en fait, je me suis vite ennuyée dans ce travail-là. Et j'ai eu ma fille en 2016. Et en fait, quand j'ai repris le boulot, donc elle avait 14 mois, j'ai repris à temps partiel. Et j'avais 3 fois plus de boulot, avec des équipes à gérer, etc. Et puis j'ai pas pu suivre. Donc au bout de 3 semaines après la reprise de boulot, je me suis dit, soit je fais un burn-out complet là, soit je fais ce que je peux, comme je peux. Étant donné que j'avais pas été remplacée, je me suis dit que je ferais ce que je peux et que ce serait toujours mieux que le fait qu'il y ait eu personne pendant 1 an et demi quasiment. Donc voilà, et en fait j'ai jamais raccroché. J'ai jamais raccroché sur ce boulot, donc j'ai décidé de démissionner de la fonction publique en 2019. Je suis partie, donc j'ai posé ma démission en décembre 2018, donc j'étais prête à monter mon entreprise, à voler de mes propres ailes, on va dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en place les accompagnements dont on va parler. Alors un peu de spoil, ces accompagnements concernent la grossesse, la conception, etc. Mais je sais qu'avant, tu t'es quand même connectée à cette dimension un peu spirituelle. Il y a des événements qui t'ont quand même reconnectée. Tu as fait du Reiki, etc. Est-ce que tu pourrais me raconter ces moments de ta vie, ces moments clés où tu as senti qu'il y avait autre chose ? Oui, il y a eu plusieurs événements. Au moment où mon père est décédé en 2012, j'étais là, donc il avait un cancer. Et donc j'étais à côté de lui à l'hôpital au moment où il est mort avec mes sœurs. Et en fait, j'ai vu son âme s'élever de son corps. Et là, ça a été un moment très puissant pour moi qui était rempli de paix c'était vraiment super doux comme moment. Et là, j'ai compris qu'il y avait autre chose. J'ai compris que c'était pas juste la vie dans la matière.
Et ensuite, donc je commençais à aller chercher un peu ce que ça pouvait être, ce qui pouvait se passer, comment aller chercher des choses plus subtiles, tout ça. Et en 2014, j'ai croisé le chemin du Reiki. Donc j'ai commencé à avoir des initiations Reiki, à pratiquer. On avait une association où on pratiquait toutes les semaines. Donc c'était chouette, on va dire, d'aller pratiquer tout ça. Et puis à un moment, après mon 3e degré de Reiki, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui était plus aligné avec moi, qui me correspondait plus, dans le sens où tous les outils qu'on m'avait apportés, pour moi, ne servaient plus à rien parce que les connexions se faisaient bien avant, qu'il y ait besoin de faire tous ces protocoles, etc. Et j'ai senti que ces outils-là me limitaient, en fait. Donc j'ai commencé à me détacher de ces outils-là et puis à pratiquer avec mes ressentis, avec ce que je canalisais moi directement, et puis à me faire plus confiance et à aller vers tout ça. Et avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le Reiki, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui sont un petit peu curieuses ? Le Reiki, c'est une technique japonaise ancestrale qui fait circuler le flux d'énergie, donc principalement en passant par le chakra coronal qui ressort par les mains, et on transmet l'énergie comme un tuyau, on va dire, avec l'énergie qui passe par tous nos filtres à nous. Et ensuite, on va, avec des positions spécifiques, venir apposer les mains sur le corps de la personne ou dans son aura, selon les pratiques, pour venir rééquilibrer les énergies. Hyper clair. Merci beaucoup. À 27 ans, tu as eu donc ta petite fille Jade, qui est née autour des 6 mois de grossesse. Ouais. C'est donc une grande prématurée. Est-ce que tu pourrais me raconter comment ça s'est passé pour toi, cet événement ? Je peux. Donc j'ai accouché à 5 mois et 3 semaines de grossesse. Et en fait, je me suis réveillée une nuit. Donc c'était l'avant-veille de la naissance de ma fille. À 1h du mat', je me suis réveillée. Je me suis dit, je vais accoucher en fait. Là, je sens, je vais accoucher. C'est genre complètement improbable, mais en fait, c'est là et j'ai tout le film qui vient de m'arriver. Et je sais ce qui va se passer. Et donc le père de ma fille voulait pas me croire, il me disait mais non, rendors-toi, tout ça, sauf que le travail était commencé, donc c'était pas possible en fait pour moi de me rendormir. Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec la sage-femme qui m'a envoyée à l'hôpital dont elle dépendait en fait pour que je me repose et qui me garde en observation. Et sauf que en fait tous ces cheminements-là, tout ce chemin que la sage-femme m'a fait faire, pour moi, c'était un peu des validations de ce que j'avais reçu comme visualisation, en me disant ah bah là c'est ok, ça va toujours bien parce que ça je l'ai vu et je sais que c'est dans le déroulé en fait. Jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital de Clermont-Ferrand, donc maternité de niveau 3 qui gère tous les grands prémas et tous les autres cas un peu difficiles on va dire. Donc au moment où j'ai été accueillie là-bas, les médecins commençaient à me parler de césarienne, de plein de choses et en fait mon cerveau il faisait complètement barrage à toutes ces informations-là pour que je reste dans ma bulle. Donc il y avait vraiment ce truc de toutes les infos qui viennent de l'extérieur, je les prends pas parce que c'est pas moi et c'est pas mon chemin. Et j'ai vraiment eu cette force-là qui s'est réveillée et qui est restée active en fait pendant tout le temps du travail de la naissance et qui m'a donné cette force-là de dire au médecin non, ça va bien se passer. J'ai pas besoin de césarienne parce que je sais qu'elle va naître par voie basse de manière naturelle et que tout va bien se passer parce que je le sens et parce que je le sais. Et donc j'étais super apaisée. Je rassurais tous les gens autour de moi. Enfin voilà, c'était un peu le truc à l'envers, mais j'étais portée par cette énergie-là et j'étais vraiment j'étais sur un autre plan complètement en fait. Et donc le lendemain matin, la sage-femme de jour arrive, me pose le monito, m'envoie un salle d'accouchement et là c'est allé assez vite. Et en fait donc le papa de ma fille arrivait à ce moment-là et puis petit à petit je sentais la douleur qui montait, je savais plus quoi en faire, j'ai eu aucun cours de prépa à l'accouchement, je savais pas vraiment ce que c'était qu'un accouchement en fait parce que c'était très tôt dans la grossesse. Et à un moment une personne qui rentre dans la salle et je lui dis ça va jusqu'où la douleur parce que je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Elle me répond cherchez pas, c'est trop tard pour la péridurale. Sauf que moi, c'était pas du tout ça ma question. Et puis, j'avais juste besoin de savoir où j'en étais, d'avoir une jauge, en fait, de savoir où j'allais. Et elle est repartie en fermant la porte. Donc là, avec le recul, c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance. Donc c'est vraiment le moment, le pic maximal de douleur où après, le bébé arrive vraiment juste après. Mais comme j'avais pas du tout de carte, je savais pas où j'allais. Donc c'était un peu perturbant. Et là, je me suis dit, je suis toute seule. Et puis tout d'un coup, ça a connecté dans ma tête. Eh ben non, je suis pas toute seule, on est deux. On est deux parce qu'il y a ma fille qui est là et qu'il faut qu'on avance ensemble. Et donc il y a vraiment ce truc qui s'est réaligné et qui s'est remis en phase. Et à partir du moment où j'ai reconnecté avec ma fille, parce que c'est quand même ça la chose principale pendant une naissance, c'est d'aller accueillir le bébé. Et parfois on se perd dans la douleur, très souvent même dans les naissances, et on en oublie.
le principal d'aller accueillir le bébé et de naître en même temps que lui, parce qu'on est en tant que parent, en tant que mère et puis en tant que père, en même temps que le bébé naît, lui, dans cette incarnation dans la matière là. Donc j'ai plus aucune douleur, mais instantanément, à partir du moment où je me suis reconnectée à elle, c'est comme si défocaliser la douleur, et ben ça la faisait passer à un plan très très lointain de priorité pour le cerveau. Et donc ça a tout changé. Voilà, ça a tout changé et puis tout est allé très très vite. 10 minutes après, elle était née. Donc c'était vraiment un très beau moment. J'adore cette histoire. De la réécouter, c'est vraiment la vie. Après cet épisode, tu t'es sentie... Ah oui, juste Jade va très bien. Oui, elle est en très bonne santé. Donc on a fait 2 mois et demi d'hospitalisation après la naissance de Jade parce qu'elle avait une immaturité au niveau des poumons. Donc elle a eu besoin d'assistance respiratoire et au début d'assistance, d'aide pour maintenir le niveau d'hygrométrie sur sa peau parce que la peau n'est pas terminée non plus, elle est encore trop fragile, et la température. Donc voilà, ça a été 2 mois et demi un petit peu sport, mais Jade est sortie de l'hôpital allaitée uniquement au sein. Et ça, c'est une autre histoire. et voilà, elle est en pleine forme, elle a quasiment jamais été malade. En tout cas, elle n'est jamais retournée à l'hôpital pour des grosses pathologies. Et donc, elle se porte très très bien. Après tout cet événement, tout cet épisode, tu t'es sentie appelée à faire des ateliers pour mettre de la conscience dans les accouchements. Au début, c'était les accouchements seulement, entre guillemets seulement, c'est déjà un gros paquet. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi tu as eu envie de faire ça et comment ça s'est traduit ? Alors ces accompagnements-là, ils sont pas venus tout de suite. Au début, je faisais vraiment des soins énergétiques classiques, donc un peu plus avec tous les outils que je canalisais après avoir commencé le Reiki. Et puis petit à petit, j'ai senti que ça me correspondait plus trop et que quand je racontais mon accouchement à des femmes ou à d'autres personnes, en fait, il y avait un petit quelque chose qui s'allumait et qui disait comment t'as fait, ou tu vois, qui allait chercher un peu vas-y, apprends-moi aussi, quoi. Et en fait, j'ai senti ça vraiment de plus en plus fort à chaque fois que je le racontais, et je me suis dit, j'ai pas le droit de le garder que pour moi, il faut que je puisse le partager, donc il faut que je trouve des outils. Du coup, j'ai commencé à poser des questions, à aller canaliser les outils, comment le faire. Donc en effet, c'est vraiment venu au départ sur l'accouchement lui-même, comment le rendre plus apaisé, comment aller chercher cet outil de lâcher prise et de reconnexion au bébé qui arrive et à l'âme qui s'incarne. Donc du coup, au début, c'était que l'accouchement, puis en fait, si on veut un accouchement un peu plus en conscience, c'est pas mal de se poser la question sur tout ce qui se passe pendant la grossesse. Et une fois que tu as regardé la grossesse, en fait, si on regarde la conception, c'est aussi super chouette. Et donc voilà, les outils sont venus petit à petit, mais dans ce sens-là, quoi. D'abord de l'accouchement, puis la grossesse, puis la conception, puis la préconception. Et là, il y a autre chose qui est en cours, qui est pas encore, qui a pas fini sa gestation. C'est autour de la connaissance de son corps pour les ados et jeunes adultes, pour en venir à une conception en conscience plus tard, en fait, pour aller vraiment vers tout ce cheminement de couple, de relations sexuelles en conscience dès le plus jeune âge. Voilà, ça c'est encore en gestation pour l'instant. J'aimerais bien aller dans chacune de ces étapes. Alors je sais qu'on va pas pouvoir y aller en profondeur, sinon on est là pour 4 heures, même je pense beaucoup plus. Mais si on fait chacune de ces étapes, qu'est-ce que c'est pour toi que la préconception et quelles sont les priorités ou les axes de conscience, de réflexion qu'il faudrait avoir ou qui sont intéressants à avoir ? Donc en préconception, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aller se poser la question, premièrement, qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant ? Et je trouve que la formulation « avoir un enfant », elle est un peu erronée pour moi, dans le sens où on n'a pas un enfant ne nous appartient pas. Il passe par nous, il a besoin de parents, de gens aimants autour de lui pour grandir, mais il n'appartient à personne. Donc c'est vraiment aller se poser la question, est-ce que je souhaite accompagner une âme sur son chemin à elle ? Même si moi, ça me fait travailler et c'est pas forcément mon chemin à moi, ou est-ce que je veux un enfant ? Est-ce que c'est purement physique ? Est-ce que c'est purement reproductif ? Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Est-ce que ça vient combler un manque en moi ? Il peut y avoir plein de réponses à cette question, mais je trouve que c'est vraiment important de commencer par se poser cette question-là. En fait, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Est-ce que c'est juste un schéma de la société parce que j'ai tel âge, parce que j'ai un boulot, parce que j'ai une maison, parce que j'ai un compagnon ou une compagne ? Et ouais, ça peut faire rire, mais c'est vraiment des choses qui ressortent super souvent en fait. Donc voilà, c'est déjà aller poser tout ce questionnement-là, de voir qu'est-ce que ça peut amener intérieurement comme réflexion, comme blocage qui se libère, comme en fait c'est la société qui veut ça, mais moi j'en ai pas envie maintenant, ou aller voir tout ce qu'il y a derrière. Et puis ensuite il y a quel rapport j'ai à mon corps, à mon compagnon, dans le couple, à la sexualité.
et aller voir comment amener plus de conscience là-dedans, de pas aller chercher la performance, de pas aller chercher la rapidité, et puis d'aller amener vraiment beaucoup d'amour profond, d'aller chercher cette énergie avec des vibrations plus élevées, avec des choses voilà, qui amènent beaucoup de légèreté et de facilité, d'émerveillement en fait. Tu vois, l'image qui me vient, c'est comme des petites pépites qui brillent de partout en fait. Comment aller chercher cette vibration-là au moment de la conception. Et c'est vraiment aller faire tout ce chemin pour se préparer à aller chercher, à concevoir, on va dire, un corps physique, à aller exprimer cette étincelle du divin, on va dire, dans la matière, en allant accueillir une âme et de voir comment est-ce que moi, dans mon parcours, je peux aller atteindre ça pour élever toutes ces vibrations autour. Ah, c'est fou. Ça me parle énormément dans le sens où il y a le podcast sur la sexualité qui est à côté et il y a eu un épisode avec Cindy sur la sexualité sacrée et en fait il y a énormément de choses qui résonnent avec ce qu'elle disait, de mettre de la conscience, de la lenteur, enfin c'est magnifique quoi. Donc, la personne tombe enceinte et il y a toute la grossesse. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la grossesse ? À quoi on peut veiller pour que ça se passe au mieux pour l'âme qui va s'incarner, pour notre corps et pour sa construction en fait ? Alors par rapport à ça, il y a plusieurs points. Le premier point que j'ai envie de soulever, c'est vraiment observer ses pensées en permanence. Parce que toutes les pensées qu'on a, elles résonnent dans nos cellules, dans notre corps, et donc elles vont résonner dans les cellules du corps qui est en train de se fabriquer au creux de notre utérus. Donc, observer ses pensées et pouvoir être acteur du changement de ses pensées. Ça, c'est un premier point qui, pour moi, est super important. Ensuite, pendant toute la grossesse, il va y avoir le fait d'aller en rencontre, à la rencontre de l'âme, telle qu'elle est, d'aller rencontrer cette âme avec notre âme, et pas dans le plan physique, pour pouvoir aller vraiment expérimenter Quand tu expérimentes ça, si tu veux, c'est un peu comme si tu te prenais une vague d'amour et de puissance hyper douce. C'est vraiment super fort, quoi. C'est difficile de le décrire avec des mots, tellement c'est puissant et c'est juste, aller vivre cette connexion-là. Et souvent, ce que je vois dans les accompagnements, c'est vraiment que ça va déconnecter l'idée du bébé. Tu sais, le petit poupon, le bébé tout mignon qu'on a envie d'accueillir, de porter, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour moi important de déconnecter de cette image-là en pouvant accompagner l'âme dans ce cheminement d'incarnation avant de pouvoir voir le petit bébé et lui préparer toute sa petite chambre, quoi. Ça, c'est limite secondaire. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est l'accompagnement autour des peurs. La grossesse, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui nous prépare à la parentalité, qui nous prépare à l'enfantement et qui, du coup, va nous pousser dans tout ce qui nous fait le plus peur, qui va faire remonter tout ça pour qu'on puisse, comme un cadeau en fait, pour qu'on puisse le prendre sur un plateau et se dire « Waouh, j'ai ça en moi, comment je peux le transformer ? Comment est-ce que je peux en faire autre chose en fait ?» Donc voilà, ça va être quelque chose qui pour moi est important. Et ensuite vient s'ajouter à ça tout ce qui est transgénérationnel, donc pouvoir se dire ok, il y a les mémoires, il y a tout ce qui vient avec moi, mais je suis pas obligée de le transmettre. Je suis pas obligée de le transmettre et pour ça je peux déjà regarder en moi, commencer, aller voir ce qui se passe, aller voir ce que j'accepte plus et ce que je décide de laisser sur le chemin vraiment, avec des outils qui sont simples à utiliser en fait. Et puis pouvoir avancer et aller vraiment de l'avant et aller chercher à être sur un autre niveau, à vraiment aller accueillir des âmes vraiment en conscience et avec toute la beauté de ce qu'elles peuvent amener, sans vouloir transmettre les gros paquets, tout ce qu'on se trimballe et qui se dit c'est pas à nous, quoi. Si nous on en prend conscience dans ces moments-là, ça simplifie beaucoup par la suite pour l'âme. Oui, dans les mémoires transgénérationnelles, il y a vraiment ce que nous transmet toutes les personnes de notre famille. Et quand on parle de gros paquets, ça va être des grosses peurs, des schémas familiaux, des schémas relationnels. Et donc, c'est vraiment ça qu'on peut arriver à couper. Ouais. Et si on met un peu de conscience dans la naissance, dans la grossesse, on peut arriver à libérer l'âme qui arrive de ces schémas-là. Ouais, bien sûr. Il y a ça, et par exemple, il peut y avoir, pour donner un exemple très concret, il peut y avoir un schéma qui se reproduit de, tous les premiers-nés dans ma famille, ils sont nés par césarienne, et pas les autres. Mais juste tous les premiers, en fait, ils se retrouvent que c'est toutes des filles, et qu'elles sont toutes nées par césarienne. Donc là, il y a quand même une répétition qui est assez visible, par exemple, et on va aller chercher, pas forcément à trouver le pourquoi, parce que moi, le pourquoi, il m'intéresse pas forcément, mais c'est vraiment aller chercher comment le libérer. Parce qu'on s'en fiche de pourquoi c'est arrivé. Limite, ça n'a pas d'importance, c'est juste comment moi, dans l'état actuel des choses, je fais pour passer à autre chose et pour couper cette reproduction-là. Voilà, avec des petits outils simples, on va aller travailler autour de tout ça et on le fait pas dans la douleur, on le fait beaucoup dans la joie et avec beaucoup de légèreté. Et c'est ça que j'aime
dans ces accompagnements-là, quoi. Mais c'est fou parce que la première fois où tu m'as parlé de mémoire, je me disais, Et en fait, quand on commence à se renseigner des personnes autour de nous, comment est-ce que t'es née, comment est-ce que ta mère est née, Et en fait, il y a vraiment des choses qui se répètent. Et c'est là où on se dit qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça vaut peut-être le coup d'aller couper ça, quoi. Ouais, au moins d'aller regarder et puis d'aller voir ce qu'il y a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles où on parle pas trop des naissances. On sait pas trop comment s'est passée notre propre naissance, très souvent, et comment était celle de nos parents, de nos grands-parents, encore moins. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, que les récits de naissance, on les ait toutes. J'ai 2 sœurs et on a toujours eu les récits de nos naissances quasiment à tous nos anniversaires, donc tous les ans, et du coup, c'était toujours des moments avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc c'est vrai que chez moi, c'était pas du tout un sujet qui était tabou, et c'est aussi quelque chose qui m'a donné la force dans la naissance de ma fille et dans ma naissance en tant que mère, de pouvoir me dire, je veux pas de péridurale parce que je sais qu'une naissance, ça se passe naturellement et que le corps est fait pour ça. Parce que autour de moi, c'était ça comme environnement. Parce que j'ai eu ça comme croyance, en fait. Et puis comme c'est possible. Du coup, c'est aussi ça qui m'a donné la force de me dire, moi, je peux le faire puisque toutes les autres autour de moi l'ont fait et que ça s'est bien passé. Au moment de la naissance de ta fille, justement, ce qui t'a aidé, c'est la connexion avec elle. Comment est-ce qu'on se connecte au bébé ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dépasser, la douleur, le stress, etc. Comment tu arrives à te concentrer sur cette naissance, vraiment ? Oui, c'est un point clé. C'est un point clé qui est vraiment important, et c'est pour ça que dans les accompagnements, c'est la première chose que je propose au début de la grossesse, c'est d'aller entrer en connexion avec l'âme du bébé. Et du coup, entretenir cette connexion-là vraiment le plus souvent possible pendant la grossesse, autant pour la mère que pour le père. C'est vraiment important de le faire, pour le coup, chacun de son côté, mais en famille aussi, et de pouvoir aller chercher cette connexion-là. Et en fait, plus on va la chercher régulièrement, plus elle est établie. Et du coup, plus c'est une évidence, et plus on va le faire de manière automatique, en fait, sans se poser la question de se dire je vais me connecter à mon bébé. Et donc pour moi, c'est vraiment la clé au moment de la naissance. Une fois que ça s'est mis en place, de se dire je sais comment on fait. C'est facile parce que je l'ai fait pendant toute ma grossesse. Et donc là, au moment de la naissance, moi je me connecte à mon bébé et on reste tous les deux connectés pendant toute la naissance. Et donc, si tu veux, au moment de l'accouchement, donc ce que j'appelle l'enfantement, parce que pour moi, accouchement, c'est vraiment mettre une femme couchée, et ce qui n'est pas du tout une position physiologique pour donner naissance. Et donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir aller et venir avec les contractions, avec les mouvements du corps. Et donc, on n'est plus dans de la poussée dirigée où la sage-femme te dit « poussez madame ». En général, le corps, il est déjà lancé dans la poussée réflexe. Et dans une poussée réflexe, au moment où tu donnes naissance, t'as pas du tout l'impression de pousser. Tout ton corps travaille, tout ton corps bouge, mais t'as pas du tout l'impression de pousser, au sens où on l'entend. Pour moi, la poussée, elle vient du mental, et donc elle va bloquer un petit peu la naissance quand elle est dirigée. Et donc vraiment, ce fait d'être connecté au bébé, ça va permettre que le corps et du bébé et de la maman bougent vraiment en harmonie. Et donc que l'arrivée du bébé se fasse beaucoup plus sereinement. Mais c'est ouf. En fait, quand je serai enceinte, j'écouterai cette interview. Ah bah oui, tu peux. Je t'appellerai. En tout cas, je peux témoigner que la grossesse, la conception, la naissance impactent beaucoup sur l'enfant, parce que moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ma propre conception et ce que mes parents m'ont transmis. Donc, je peux témoigner que ça vaut le coup. Il y a aussi un sujet que je trouve important, c'est celui du postpartum, qu'est-ce qui est très tabou et très invisibilisé. Pourtant, ça fait partie du cycle de naissance. Heureusement, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se réveillent. Quel regard est-ce que toi, tu poses sur cette étape ? Alors, le postpartum, c'est vrai que c'est un moment... Donc, le postpartum, c'est vraiment la période de après la naissance, à partir de la naissance. Et on dit qu'il dure en moyenne 2 ans, en général, le postpartum. Donc, c'est toutes ces 2 années où, en gros, toute ta vie va changer, comme s'il y avait un grand tourbillon qui était passé dedans. Et t'es suivi pendant toute la grossesse, et puis ton bébé naît, t'as peut-être 1 ou 2 visites de sage-femme, et puis ça s'arrête là. Et t'es seule avec ton bébé. Souvent, ton mec, il a repris le boulot parce qu'il a eu ses 15 jours, je crois, c'est passé à 15 jours le congé paternité. Ouh. Et ouais, c'est ça, la grosse avancée. Et donc, tu te retrouves seule toute la journée à faire que du bébé. En fait, tu changes des couches, tu allaites ou tu donnes le biberon. Enfin voilà, t'es toute la journée que là-dedans, quoi. Et donc, tu te crées un peu ce monde-là, et souvent, tu te retrouves super seule. Si tu t'es pas créé avant tout ce qu'on peut appeler recréer son village, en fait. D'aller se chercher des personnes de confiance qui vont pouvoir venir juste te faire à manger, faire le ménage chez toi, s'occuper de ton bébé pendant que tu prends une douche. En fait, juste ces trucs-là, c'est super important de pouvoir y réfléchir à l'avance et de pouvoir se dire qui autour de moi j'ai envie d'avoir proche de moi, qui
prendra soin de moi un petit peu, en fait, qui viendra juste pour me faire un massage ou pour faire une balade avec moi ou juste pour passer 1 heure à parler d'autre chose que de bébé. Chercher des personnes ressources, donc que ce soit des amis ou une doula ou vraiment quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner vraiment dans cette période-là et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour moi me sentir bien dans cette période. C'est vrai que c'est une période dont on parle très très peu et pour laquelle on se pose pas vraiment la question parce que globalement on a une image très j'ai envie de dire plastifiée entre guillemets de ce que va être ben voilà, j'ai mon bébé, il est tout beau, il est bien habillé, il est mignon, il sourit, tout va bien. Ben non, en fait un bébé qui vient de naître, c'est pas toujours ça. Il y a des bébés qui sont super calmes tout le temps et c'est génial. Ouais, c'est ça, qui dorment et c'est génial. Mais il y a aussi plein de bébés qui sont pas du tout comme ça. Donc c'est un peu voilà, comment se faire accompagner. C'est pas oh là là, ça va être affreux d'avoir un bébé. On a des bébés depuis la nuit des temps et c'est aussi des choses qui peuvent être super chouettes. Mais c'est comment est-ce que moi je peux m'entourer en fait pour bien vivre cette période-là. Pour être sûre d'avoir des gens sur qui m'appuyer quand j'en ai besoin. Pour être sûre d'avoir des gens à qui parler quand j'en ai besoin et qui sauront écouter sans juger. Sans me dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, en fait, c'est moi la maman ou c'est nous le couple, voilà, en tant que parents, qu'est-ce qu'on choisit pour notre enfant et s'entourer de personnes qui vont pas remettre en cause les choix qu'on fait pour notre enfant. C'est vraiment ça qui est important. Au cœur de ta pratique, il y a l'envie profonde de mettre de la joie et de la légèreté, c'est ce que tu disais, dans tout ce qui touche à la conception et notamment des sujets difficiles tels que l'interruption de grossesse, que ce soit choisi ou non. Donc là, on parle d'avortement ou de fausse couche. On va parler des 2 sujets, mais je propose qu'on commence avec l'avortement. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand on fait cette expérience-là ? Alors pour moi, donc on commence par l'avortement. Pour moi, pour l'avortement, il se passe juste le fait qu'on ait le choix en fait et que ça puisse se vivre avec cet amour profond que je décrivais un peu tout à l'heure. Du fait que... Donc moi j'ai avorté 2 fois. Une fois à 18 ans où là c'était très très difficile parce que j'avais eu aucun accompagnement et que je me suis retrouvée face à ça sans vraiment en avoir, on va dire, le choix. Ou quand j'ai dit à ma mère que j'étais enceinte, elle m'a dit je vais t'accompagner pour avorter. Et là j'ai découvert qu'elle avait avorté. Enfin, voilà. Et donc là on repasse sur du transgénérationnel aussi. Et j'ai avorté l'année dernière. Pour le coup, en conscience, assez tard parce que j'ai eu besoin de temps pour accepter ça, pour accepter que, ok, j'étais enceinte, mais c'était pas du tout le moment dans ma vie. Et donc, je l'ai fait en conscience. Et je me suis dit, à partir du moment où j'ai accepté ça, où je suis passée à, ok, je vais avorter en conscience, et du coup, je vais faire vraiment à fond, à aller chercher les infos, à ressentir tout ce qui se passe, pour aller libérer tout le transgénérationnel de la famille. Et pour éviter que ma fille le porte après, en fait. Donc j'ai vraiment pris cette expérience comme un cadeau. Pour le coup, autant au niveau personnel que professionnel, parce que ça m'a amené cette conscience-là autour de tout ça. Et de pouvoir me dire que, en fait, l'âme, elle n'avait pas commencé à s'incarner. Je ne sentais pas du tout de présence, parce qu'elle était restée en retrait pour me laisser la possibilité de faire ce choix. Et vraiment, le jour de l'avortement, elle était là, avec nous, parce qu'on était en couple pour cette journée-là. Et donc c'était vraiment... il y avait tellement d'amour, en fait. Il y avait tellement d'amour de la part de cette âme. C'était pas un jugement de choix. C'était juste, ok, c'est comme ça. Et ben, c'est pas grave. Enfin, tu vois, il y avait même pas de c'est pas grave. C'était juste... ouais, j'ai même pas de mots pour le décrire tellement c'était puissant, tu vois. C'était juste tellement d'amour et de remerciements de chacun d'avoir vécu ce petit temps ensemble, en fait, et puis d'avoir pu expérimenter ça ensemble. Et c'était magnifique, en fait. C'était vraiment un moment absolument splendide. Et je pensais pas, avant de l'avoir vécu, pouvoir dire ça. Et pouvoir accompagner ces moments-là, de pouvoir se dire, on n'est pas en train de tuer un enfant. En fait, on est juste en train de comprendre ce qui se passe dans l'incarnation, de comprendre que l'âme, elle a le choix de venir s'incarner ou pas. Et de comprendre que nous, on a notre responsabilité en tant que parents ou futurs parents de pouvoir dire « Est-ce que moi, là, pour moi, c'est le moment d'accueillir cette âme ? Est-ce que j'en suis capable maintenant ou pas ?» Et c'est aussi, je trouve, une grande preuve d'humilité de pouvoir se dire « Ben non, là, j'en suis pas capable dans ma vie. » Et de pouvoir le reconnaître et de pouvoir dire à l'âme « Je te remercie d'être venue, mais pour moi, c'est pas le moment. Pour moi, je peux pas t'accueillir. » Je peux pas honorer cette mission de t'accueillir sur ton chemin dans la matière. Donc je te remercie et soit on se retrouvera plus tard, soit tu vas t'incarner ailleurs si c'est le moment pour toi de t'incarner vraiment. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de souci, c'est juste... c'est une expérience qu'on a partagée.
Et est-ce qu'il y a toujours des âmes aussi? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui tombaient enceintes et en fait c'était elles dans leur vie devaient expérimenter l'idée d'avortement, l'expérience d'avortement, sans qu'il y ait même d'âmes qui viennent. C'est juste dans leur chemin. Donc est-ce que c'est possible aussi dans la richesse de ces idées d'incarnation d'âme, qu'en fait, déjà, qu'il y ait des discussions donc, entre les deux âmes, comme tu dis, de « Ok, alors moi, je vais juste expérimenter 1 mois dans ton ventre, mais c'est prévu que ça s'arrête pas. » Est-ce que tout ça, c'est possible? Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire que c'est du cas par cas. En fait, il y a tellement de possibilités que c'est impossible de faire une généralité autour de ça. Et c'est vraiment, que ce soit l'âme ou la personne, je veux dire... En tant que femme, moi, ça m'a fait grandir énormément, cette expérience. Donc, je peux pas dire si c'est... Qu'il y ait une âme ou pas, en fait, peu importe. Ça changera pas grand-chose. C'est juste qu'il y ait ce besoin d'expérimentation, qu'il soit du côté de l'âme ou du côté des parents, c'est pareil, en fait. On a tous quelque chose à apprendre. En fait, le plus important là-dedans, c'est qu'on doit remettre de l'amour, de la joie et de l'acceptation de à quoi on est prêt aujourd'hui, à quoi on est prête aujourd'hui dans le corps et en fait retirer toutes ces mémoires de culpabilité, de colère, de contrôle parce qu'il y a une grosse problématique aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui tombent enceintes ne peuvent pas avorter, elles n'ont pas ce choix-là. Donc pour toi, c'est vraiment d'accueillir en fait cette idée de non, on est là et on va le faire à un niveau d'amour et c'est ok quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment... c'est comme, tu vois, si tu as l'image de « Ok, on est là », et si on prend du recul, dans le sens, si on élargit notre regard, vraiment, tu vois, comme si tu sors un petit peu, tu te mets au-dessus de toi, et puis tu vas regarder la situation autrement. Et du coup, tu as un champ immense qui s'ouvre, en fait. Tu as un champ avec toutes les informations qui sont autour de nous en permanence dans le subtil, et du coup, tu vas vraiment avoir ce truc-là de... Ok, il y a cette âme qui expérimente ça, il y a telle personne qui expérimente ça, il y a lui qui fait ça. Et du coup, ok, chaque expérimentation a un rebondissement sur ce qui se passe autour, mais on n'est que dans l'expérimentation. Et si tu fais ça vraiment en allant ouvrir ton cœur et en allant chercher le cadeau dans chaque expérience, bah tout est beau en fait. Tout est beau et tout est enseignement. Et en disant ça... Par contre, c'est vraiment un point que je tiens à préciser. En disant ça, je dis pas c'est facile d'avorter ou c'est facile de faire une fausse couche, on y reviendra après, mais c'est pas ça que je dis. Physiquement, ça peut être éprouvant, bien sûr. Le corps, il passe quand même par des choses qui sont puissantes à ce moment-là aussi. Mais en amenant toute cette légèreté et ces clés de compréhension, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui facilite tout. Et on choisit pas d'être dans ce petit... truc de ok c'est tabou, il faut pas en parler et du coup puisqu'il faut pas en parler je suis tout seul à le ruminer dans mon coin, souvent toute seule, même parfois en couple c'est difficile d'en reparler, donc c'est vraiment aller dire ok c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de... c'est pas forcément traumatique ce qui s'est passé, c'est aussi ça, c'est enlever le trauma qu'il y a autour de tous ces événements là et c'est juste rappeler que on est là pour expérimenter et on est là pour aller voir l'amour partout et vraiment aller chercher cet état-là. Et ces clés de compréhension, pour moi, elles amènent vraiment ça. C'est une question qu'on n'avait pas spécialement prévue, donc je ne sais pas si tu as envie d'y répondre ou tu as des idées pour y répondre, mais est-ce que tu as une opinion ou une vision de pourquoi il est si difficile pour les sociétés de laisser les femmes disposer de leur corps et choisir pour ça? Je suis pas sûre que ça concerne toutes les sociétés, en tout cas toutes les cultures. Bien sûr. En tout cas, dans les cultures occidentales, je pense que ça vient principalement du fait que le patriarcat est venu à un moment prendre vraiment tout cet espace-là et où l'homme a pensé qu'il avait le droit de disposer du corps de la femme comme il le voulait. Voilà, je saurais pas trop quoi te répondre plus par rapport à ça parce que je me pose pas tant ces questions-là dans le sens où j'essaie de construire autre chose. Voilà, ouais, c'est vraiment plutôt... Moi, ma vision, elle est plutôt tournée sur essayer d'aller construire autre chose et donner les clés aux gens pour sortir de cet état-là. Parce que pour moi, sortir de cet état-là, ça se fait à l'intérieur. Et donc, on est juste chacun, en nous, capable de sortir de cet état-là. Mais il faut pouvoir le vouloir, en fait. C'est la révolution intérieure. Mais t'as raison, parce qu'en plus, ça rejoint ton importance de se concentrer sur le comment plutôt que le pourquoi. La situation d'aujourd'hui, elle est telle qu'elle est, mais chaque personne peut changer et on peut aller vers une autre société. Et c'est ce que t'es en train de construire. Ouais, bien sûr. Donc maintenant, on peut parler de la fausse couche. Pareil, qu'est-ce que ça vient nous dire? Tu m'as dit qu'il y avait surtout 2
cas principaux dans la fausse couche, donc quelle conscience est-ce qu'on peut poser sur cet événement? Quels sont ces 2 cas? Pour l'instant, ce que je ressens, je dis pas qu'il y a que ça, mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est principalement 2 possibilités dans les fausses couches. Donc soit, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'âme a besoin de venir expérimenter un bout de chemin d'incarnation, mais au moment où elle est dans cette expérimentation, soit elle a compris ce qu'elle avait besoin de comprendre pour son évolution à elle, et du coup elle dit ok, merci, pour moi c'est bon, j'ai pas besoin de continuer cette expérience. Ou alors elle va dire non, en fait je suis pas du tout prête, j'ai besoin d'encore un peu de temps avant de venir m'incarner, et du coup je reviendrai plus tard, ciao. Comme quoi c'est vraiment des 2 côtés. Oui. Non, là je suis pas prête. Oui. Ouais. Et c'est aussi, pour moi, ça revient à s'écouter soi, en fait. Et pouvoir se dire, en fait, à quel moment je suis vraiment prêt et je suis vraiment mûr à pouvoir faire cette chose-là, prendre cette décision-là pour ma vie. À quel moment je me sens de le faire vraiment. Et c'est pas forcé, c'est pas obligé, c'est pas tu dois faire ça. Enfin voilà. C'est vraiment à quel moment, moi, je me sens vraiment prête à le faire. Que ce soit pour l'âme ou pour les parents, c'est la même chose. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un des cas de figure où ça peut être encore plus difficile pour les parents, parce que les fausses couches, on en parle, j'ai l'impression, encore moins que les avortements. Et du coup, il faut pas annoncer une grossesse avant 3 mois parce qu'il y a des risques de fausses couches. Mais juste ça, c'est une charge mentale immense pour la femme enceinte qui elle, si elle est enceinte, elle a peut-être envie de le crier à tout le monde, mais on dit qu'il faut pas parce que s'il y a une fausse couche, ouais, mais s'il y a une fausse couche, en fait, ça fait partie de la vie aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un peu enlever tout ce tabou autour de ça et pouvoir dire, ça fait partie de la vie. Il y a énormément de femmes qui vivent des fausses couches. Que ce soit un peu ce que j'ai expliqué juste avant, ou bien, pour moi, il y a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire que, par exemple, quand on accueille un bébé dans une maison, souvent, on va vouloir refaire sa chambre, ou aménager une pièce, ou repeindre, ou mettre à neuf, ou amener un nouveau mobilier, tout ça. En fait, c'est pareil dans l'utérus. L'utérus, ça va être la maison où le corps va se construire pendant 9 mois. Et peut-être que l'âme, avant de venir, elle a besoin de faire un grand ménage. Et qu'avant de venir, elle a besoin qu'il y ait des mémoires qui soient évacuées. Et donc ça va passer par des fausses couches. Pour moi, c'est vraiment le voir comme si c'était Pour moi, les règles, c'est un nettoyage mensuel de toutes nos émotions, de tout ce qu'on a accumulé dans notre corps. Et une fois par mois, on peut évacuer tout ça et se nettoyer de l'intérieur avec ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et pour moi, il y a des fausses couches qui vont venir servir à faire ce type de nettoyage-là, mais encore plus en profondeur. Et qui vont vraiment aller chercher des mémoires, alors que ce soit de ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, dans nos premières relations. Aller chercher notre rapport à notre corps. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je connais mon corps ? Comment je me sens avec lui, etc. Et c'est vraiment, pour moi, une fausse couche, c'est vraiment le moment de pouvoir se poser la question, comment je me sens avec moi-même ? Comment je suis avec mon corps ? Comment je suis avec mon compagnon ? Comment je me sens dans ce couple ? Donc vraiment aller se poser toutes ces questions intérieurement. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis l'accueillir, en fait. L'accueillir comme un nettoyage, l'accueillir comme une renaissance un petit peu. D'aller se dire, ça y est, j'ai déposé plein de choses. Et puis ça peut aussi être se faire une petite cérémonie autour de ça, recueillir un peu de sang, aller le semer dans la terre, il peut y avoir plein de choses, mais juste de pouvoir l'accueillir vraiment en conscience et pouvoir se dire, je vais grandir avec ça. Je vais grandir et puis je vais voir c'est toujours pareil en fait, quel cadeau j'ouvre en passant cette expérience-là. Et en fait, l'erreur, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais pour moi, ça reste quand même quelque chose qu'il faut changer, c'est la culpabilité qu'on met sur les fausses couches, parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on était au marché, en train d'acheter le Saint-Nectaire, c'est que les femmes vont se dire, enfin les personnes qui vont vivre des fausses couches, elles vont se dire, je ne suis pas une bonne mère, mon corps ne va pas, donc j'ai des défauts, j'ai quelque chose en moi qui manque, et en fait, c'est pas parce que des personnes ont besoin de nettoyer leur utérus que d'autres non, qu'il y a une différence de valeur, une différence de capacité, tout ça. Et comment tu l'exprimes, comment tu l'expliques ? On est toutes différentes. Tous nos corps vont réagir différemment. Et on a toutes besoin de vivre des choses différentes, sans jugement. Et on va vraiment être dans l'accueil de ce qui se passe, en fait, et vraiment essayer d'enlever la culpabilité, dans le sens la mettre de côté, on n'en a pas besoin, quoi. Physiquement, c'est déjà suffisamment éprouvant, on n'a pas besoin de se rajouter toute cette charge mentale de culpabilité, de je sais pas faire, mon corps il est pas bien. Non, au contraire, aime-le ton corps, aime-le encore plus, et dis-lui qu'il va y arriver, quoi. Comme, tu vois, l'image qui me vient, c'est comme, tu vois un enfant qui commence à marcher, tu lui dis pas, tu t'es encore cassé la gueule.
Tu vois ? Et ben c'est pareil en fait. Tu vas juste, t'as envie de lui dire ouais c'est super, vas-y encore un pas, vas-y. Tu vois, t'as juste envie de l'encourager cet enfant pour qu'il marche. Bah ton corps c'est pareil en fait. Et c'est pareil dans toute la vie. C'est juste ah ben ok là tu m'exprimes quelque chose, je vais aller écouter ce qui se passe. Je vais aller écouter ce sur quoi ça résonne. Et puis je vais aller voir quel pas je peux faire en plus avec ça. Tu vois, donc c'est comment de ça je peux me relever et réussir à faire un pas en plus. Et je trouve cette image avec l'enfant qui marche merveilleuse en fait. Je viens juste de la voir et je trouve que c'est vraiment beau de pouvoir se dire comment moi j'avance avec ça et comment je peux le voir comme du bonheur de pouvoir avancer. Tu vois, c'est vraiment ok physiquement, ça peut être éprouvant parce qu'il y a des fausses couches qui peuvent durer vraiment, par exemple, 1 mois et qui sont pas finies et qu'il y a encore des examens médicaux donc surtout quand c'est des fausses couches à répétition où vraiment là ça peut être épuisant physiquement, il y a vraiment ce truc de se dire ok là je me pose, je prends un temps vraiment pour faire le bilan à l'intérieur de ce qui se passe, le bilan de mon couple, le bilan de comment ça se passe, de en fait ce désir d'enfant il est où ? Est-ce qu'il va au-delà du couple ? Est-ce qu'il est plus fort que le couple ? Ou est-ce que mon couple est plus fort que le désir d'enfant ? Et dans ces cas, je continue à construire le couple et je me concentre sur ce qu'il y a vraiment et sur ce qui est vraiment important pour moi à ce moment-là. Et si le désir d'enfant est plus fort que tout, alors peut-être que parfois, avoir un autre papa ou une autre maman, eh ben ça peut aussi être la solution. Il y a des études récentes, alors j'ai pas les sources, mais il y a des études récentes qui commencent à comprendre un petit peu plus le fonctionnement de l'ovule et qui expliqueraient que c'est l'ovule qui choisit les spermatozoïdes, qui peuvent rentrer ou non et féconder l'ovule. Et du coup, qui peuvent dire, en fait non, avec cette personne-là, c'est pas possible. Et donc il y a aussi un moment où c'est important d'aller écouter son corps. Et s'il y a trop de fausses couches à répétition, et peut-être que ça peut être le moment de se poser vraiment la question du couple. Et si le couple est plus fort que tout le reste, alors concentrons-nous à construire ce couple-là. Et avoir un enfant, c'est pas une obligation. C'est pas un accomplissement dans la vie, quoi. Je veux dire, il y a des millions de manières de s'accomplir dans la vie, et notamment commencer par être soi. Et avoir un enfant, ça peut être une étape, mais plutôt accompagner une âme. Et est-ce qu'en fait, dans ce couple, dans cette situation-là, on est capable de le faire ou pas ? Voilà, ça peut aussi être une autre piste, une autre manière de réfléchir. Puis ne pas hésiter à se faire accompagner dans ces moments qui sont si délicats, qui sont quand même si difficiles émotionnellement, physiquement, tout. Juste se dire, là, t'as le droit de te faire accompagner, t'as le droit de voir quelqu'un comme toi, ou Eliette, ou de voir des thérapeutes, et tout, on a le droit de se faire aider dans ces moments qui sont quand même très compliqués. J'ai envie de dire que c'est un peu comme du postpartum en fait. Tu vois, on en revient un peu à la même problématique, à la même situation où tu te retrouves tout d'un coup, il y a plein de changements qui se passent en toi, autour de toi. Toi, t'as l'impression que tout est différent parce que c'est passé par ton corps, donc t'as tout ressenti de l'intérieur, même si c'est difficile de l'exprimer avec des mots. Et en fait, t'as juste besoin d'être accompagné. T'as juste besoin que dans ces moments-là, on prenne un peu soin de toi aussi, en fait. Ça va être des besoins différents pour toutes les femmes, mais il y a vraiment ce parallèle avec le postpartum, après une fausse couche, après un avortement, où t'as aussi besoin un petit peu de ce cocooning, dans le sens de sentir que t'as des gens sur qui tu peux compter, et qui peuvent être là pour toi, sans juger, sans dire fais ci, fais ça, juste être là et savoir écouter. Et donc comment ça se passe, tes accompagnements, quand t'as une personne qui vient te voir et qui dit « j'ai vécu une fausse couche, j'ai besoin de me sentir accompagnée », comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que je dis ? Alors déjà, je commence à expliquer à la personne un peu tout ce que je viens de t'expliquer. Et donc, amener toute cette vision-là, souvent, ça enlève déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids et de lourdeur à la situation. Et ensuite, on va aller travailler avec ce qui résonne vraiment pour la personne et ce qui bloque pour elle, ce qui lui fait peur, ce qui est remonté pendant cet événement-là. Aller voir tout ça, mais du coup, c'est vraiment là du cas par cas. Et puis aller voir quels outils on peut mettre en place derrière. La plupart du temps, soit c'est des outils que j'ai déjà dans ma palette d'outils, soit c'est des outils qui viennent en plus par canalisation à ce moment-là et qui vont s'adapter à la personne pour pouvoir ne pas rester dans cet état-là. Pour moi, c'est vraiment la clé de ne plus laisser des personnes dans cet état-là, dans un état de « je vais pas bien » et j'arrive pas à m'en sortir. Alors, faut juste lever le doigt et dire « j'ai besoin d'aide ». En gros, c'est un peu ça. Mais après, c'est « ok, moi, je te laisse plus. » Et là, je te laisse pas, je ferme pas l'ordi ou la porte du cabinet sans que t'ailles mieux, quoi.
Ça, c'est pas possible. Et on va le faire, et en 1 heure, c'est possible. De sortir de ça, d'aller mieux, d'avoir des outils. Il y a peut-être des fois des petits coups de mou qui peuvent revenir, mais juste un coup de fil ou un petit message, ça peut suffire à rebooster, à se dire « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah oui, c'est vrai, la perception, c'est plus grand que ça. » Tu vois, et du coup ça rebooste... ça rebooste un peu les gens, et puis juste de savoir qu'il y a un peu de soutien, qu'il y a de l'écoute bienveillante, souvent c'est déjà beaucoup dans l'accompagnement. Est-ce que tu aurais des exemples d'outils concrets que tu donnes à ces personnes-là ? Alors, il y a plusieurs choses. On peut passer par de la visualisation. Donc, soit si la personne ressent vraiment qu'il y a une âme qui est présente et qu'il y a un message, qu'il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à lâcher, qu'elle a besoin d'aller travailler là-dessus, on peut aller vers de la visualisation. Donc aller à la rencontre de cette âme-là et puis peut-être échanger quelque chose et avoir des messages à ce moment-là. Ça peut passer par du dessin, ça peut passer par plein de petites choses en fait. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Il y a 2 questions qui sont venues se rajouter pendant cette interview. C'est que tu parles beaucoup donc incarnation de l'âme et canalisation. Qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau de l'incarnation d'une âme ? Comment ça se passe ? Est-ce que les âmes choisissent ? Donc effectivement, dans ta vision, oui, les âmes choisissent, elles-mêmes discutent entre elles à un certain niveau. Mais est-ce que tu pourrais nous présenter ta vision ? Donc ma vision par rapport à l'incarnation, c'est un peu qu'il y a presque autant de chemins possibles que d'âmes qui s'incarnent. J'ai même pas envie de te dire qu'il y a une grande manière de s'incarner. Pour moi, c'est vraiment propre à chaque histoire et propre à chaque âme en fait. Avec le fait que, par exemple, une âme va faire des allers-retours, elle va pas s'incarner au début de la grossesse, par exemple, elle va venir dans l'aura des parents, elle va venir ressentir l'atmosphère, comment ça se passe, tout ça. Informer son corps aussi, aller donner des informations aux cellules, etc. Mais elle pourra pas rentrer dans le corps qui est en création, c'est beaucoup trop petit. Et puis l'âme, au début de la grossesse, elle va avoir besoin de descendre un peu des paliers vibratoires et de pouvoir arriver jusqu'à ce chemin-là, en fait. Elle va avoir besoin de s'harmoniser avec les énergies des parents, autant que les parents vont aussi fluctuer leurs énergies inconsciemment, mais voilà, tous les maux de grossesse, par exemple, au début de la grossesse, ils peuvent être liés à ça, à ces harmonisations énergétiques qu'il va y avoir entre l'âme et les parents, de se dire, bah voilà, là, on va réussir à aller caler un peu tout ça sur les mêmes fréquences et voir comment on va pouvoir communiquer, en fait. Donc voilà, c'est comme régler le fréquence de la radio et puis trouver le bon canal pour entendre juste, tu vois. C'est très physique, hein. L'incarnation des âmes, c'est très physique, l'énergétique de manière générale. Donc du coup, voilà, l'âme va venir petit à petit, et puis là, ça va être selon les âmes, à quel moment elles vont décider de venir plus souvent, d'être la plus présente. Il y a aussi des femmes pendant leur grossesse, par exemple, qui vont sentir des moments de grande joie, d'extase, d'émerveillement. Là, en général, l'âme est dans le coin. Et puis tout d'un coup, se sentir très triste ou ne plus avoir l'impression d'être enceinte, tout ça. Et c'est que là, l'âme est repartie. L'âme va vraiment faire des allers-retours et pouvoir, elle, continuer ses enseignements avant de venir s'incarner. Parce que c'est comme si elle était à l'école de l'incarnation, tu vois, un peu, avant de venir. D'avoir des apprentissages, d'avoir un peu tout ça, tout ce cheminement, avant de pouvoir venir s'incarner. Ce que j'aime dans cette idée de choix d'âme, c'est que dans tous les couples, que ce soit gays, hétéros ou qu'importe, les âmes, elles discutent entre elles, elles choisissent entre elles, et une âme ne s'incarne jamais dans une famille sans raison, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est ça, et j'ai envie de dire que ça va au-delà du sexe, en fait. C'est pas une question de sexe féminin, sexe masculin, c'est une question de polarité énergétique. Et donc, qu'on soit homme ou femme, on va avoir des polarités énergétiques différentes, à équilibrer plus ou moins notre féminin ou notre masculin en nous. Et donc, ça n'a aucune importance, en fait. Qu'on n'est pas défini par notre sexe, par le sexe avec lequel on est, en fait. On est défini par nos qualités d'âme, par qui on incarne, et c'est ça qui est important. Tu parles beaucoup de canalisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la canalisation et qui te parle ? Alors, je cherche pas à savoir qui me parle du moment que ça résonne et que ça vibre en moi. Si ça vibre et que ça résonne avec mon cœur, alors je sais que c'est positif et que c'est bienveillant. Je cherche pas à savoir qui est derrière. Parce que pour moi, c'est des représentations mentales qu'on va se faire, que ce soit des anges, des guides, peu importe. Pour moi, c'est une part du divin qui communique. Et à partir du moment où ça vibre, c'est ça ma validation. Alors la canalisation, pour moi, c'est le fait de recevoir des messages. Ça peut être par visualisation, par audition, par sensation avec les mains dans le corps. C'est quels que soient on appelle ça la clairaudience, clairvoyance, etc. Tout ça, tous ces canaux-là de perception, pour moi, c'est tous ces canaux qui vont servir à canaliser.
Nous arrivons à la fin de cette interview. Quels conseils tu donnerais à des personnes qui souhaitent enfanter ou à des personnes qui souhaitent enfanter et qui ont des complications? Quel dernier conseil tu donnerais pour donner cet élan du cœur que tu as autant? La clé que j'ai envie de partager, c'est vraiment de s'observer. De passer du temps à s'observer, à regarder ses comportements comme un peu sortir de la scène et pouvoir voir la scène de l'extérieur sans se juger. Juste se dire « Ah ouais, là je réagis comme ça. Ben moi, dans mon cœur, j'aimerais faire autrement. Et comment je peux faire ?» Et quand on commence à rentrer dans cette observation-là, il y a beaucoup de choses qui changent. Et ça va vite. Et tout va vraiment beaucoup plus vite. Et donc vraiment le fait de pouvoir se regarder et de se voir avec amour et compassion en fait. Voilà, c'est vraiment les derniers mots que j'ai envie de partager. Merci beaucoup Eliette. Merci à toi. Le podcast Floraison Spirit est une production de la plateforme Juliette fait la révolution. Il n'aurait pas pu voir le jour sans Théo Carlinet au mixage son, Didier Benetti au générique et Clémence Divine au design. Merci Eliette de m'avoir accueillie dans ta maison et d'avoir partagé une vision du monde si inspirante. Et vous, chère auditrice ou cher auditeur, je vous invite à visiter le site juliettefaitlarévolution.com si vous souhaitez découvrir les autres projets de cette plateforme dédiée à l'écologie intérieure. Prenez soin de vous et à bientôt.